Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve enfin pour la partie 4 de la théorie des nerfs. J'avais vraiment hâte de vous la publier, celle-ci. Elle est assez courte parce que du coup, j'ai dû faire beaucoup de cuts au niveau de la théorie, sinon j'allais spoil en fait les parties 6 et 7, je m'en étais pas aperçue. Donc du coup, j'ai dû remanier tout ça parce que ça allait pas du tout. Sinon, vous alliez tout de suite comprendre la partie 6. Donc j'ai dû réarranger tout ça. Mais ça va, vous allez quand même comprendre le but principal de ce à quoi sert en tout cas les arts antiques selon moi. Et puis j'espère juste qu'elle va vous plaire malgré le fait qu'elle soit un peu courte. Sinon, avant d'attaquer cette théorie, je voulais faire deux petits apartés. Donc vous pourrez avancer la vidéo, je vous mettrai le lien direct pour aller à la théorie si vous voulez effacer ce blabla. Mais avant ça, je voulais parler donc de deux choses. La première qui est très importante parce qu'on va devoir mettre en fait une pause à la théorie des nerfs. Donc ça c'est très important parce que les scans de Wano sont en train de continuer à avancer. Et Oda adore me péter mes théories, je sais pas pourquoi. Mais comme j'ai découvert que le shogun, le prénom du shogun avait été révélé, comme quoi il s'appelait donc Orochi, parce que je ne lis pas les scans dernièrement. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que son nom est donc Orochi. Donc ça me pose un problème, vu que la théorie de Wano je l'ai pas sortie, et il s'avère que c'est comme ça qu'en fait que j'ai appelé le shogun. Enfin du moins je l'avais appelé plus exactement, pardon, je l'avais appelé plus exactement Orochimaru. Donc il m'a pété un bout de ma théorie, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le sens de ma théorie était bonne. Mais de l'autre, que je me suis fait péter, encore une fois, ma théorie par Oda, et ça commence vraiment à me saouler. Donc il faut que j'accélère, parce que sinon, je vous assure, je crois qu'il va me les bousiller, en fait. Il s'en fout de ma vie, il s'en fout de moi. Il se dit pas, Nina, elle écrit des théories, on met une petite pause à One Piece. Non, non, bien sûr que non. Bon, bref. Tout ça pour dire, je vais devoir donc publier la théorie sur Wano et speeder un peu, donc ce sera... la partie normalement numéro 2 que je devais publier il y a 4 mois environ. Donc j'avais commencé à publier la première partie, ça concernait... c'était les prédictions de Wano. Voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se confirmer dans cette théorie. Donc je suis plutôt contente, je pourrais pas vous dire quoi exactement, mais je sais que le sumo, on a vu le sumo, je crois que Tsuru aussi on l'a vu. Et j'avais dit quoi, la pauvreté, le bateau, les animaux. Je crois que ça se confirme un peu là-dedans, donc je suis plutôt contente. Mais du coup, dans cette partie-là de prédiction de Wano, j'avais mis une petite astérix en disant le pouvoir du boss. Voilà, j'avais appelé ça le pouvoir du boss et j'avais dit que j'allais le traiter donc dans la partie 2. C'est ce que je devais faire, mais comme je suis à la bourre de partout, aussi bien sur les théories des nerfs que sur les théories de Wano, et sur les théories de Fairy Tail ou Eden Zero, mes abonnés américains vont me buter. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous la publier, mais elle a été faite il y a 4 mois. Donc je vais la faire. Donc c'est pour ça que je vais mettre une pause à celle des nerfs, le temps, à peu près une semaine, le temps que je puisse faire celle de Wano. Et ensuite, on va reprendre sur la partie 5, qui sera un peu explosif, parce que cette théorie, en fait, c'est... la même chose que les autres. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, c'est une théorie que j'avais, que j'ai commencé vraiment au début de ma lecture de One Piece, et que Oda, en fait, m'a explosé. Voilà, mais vraiment, celle-ci, il me l'a mais défoncé, quoi. Il a dit, Nina, tu vois ta théorie, tu vois ce que t'as dit? Ok, bah je te le confirme dans les scans. Mais manque de peau pour toi, t'auras pas le temps d'y publier. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc je vais vous expliquer comment moi j'avais en tout cas découvert le chapeau sous Marie-Joise, selon ceux qui disent. Je vais vous expliquer donc comment je l'ai découvert bien avant, pourquoi je disais que le chapeau était donc sous Marie-Joise. Et donc la partie 5 sera sur ce que je considérais en tout cas comme la 4e arme antique. Donc j'expliquerai tout ça bien plus en détail, bien plus précisément, parce que c'est pas juste un chapeau, une 4e arme antique et basta. En tout cas c'est ce que moi j'avais dans ma tête il y a 4 mois de ça, bien avant.
Je vous montrerai tout ça, bref, c'est pas le sujet. Il y a une seconde chose dont je voulais parler et qui est très importante, si ce n'est la chose la plus importante que je devais dire sur ma chaîne, c'est-à-dire merci. Partie 4, le rôle des arches et des armes antiques. Quand on entend arme antique, on entend surtout arme, donc destruction. Mais une arme peut également être considérée comme une protection et une arme contre l'ennemi. Une arme n'est pas forcément utilisée pour tuer, mais au contraire, pour se protéger. Et quand vous prenez cette définition dans ce sens pour les armes antiques, tout devient différent. Car les armes antiques sont la clé qui pourrait sauver le peuple entier de l'apocalypse. Et tout cela grâce aux arches. Explication. Oda a dit ceci lors d'une question d'un fan au sujet des sourcils en spirale de Sanji. Eiichiro Oda, SBS tome 7. Voilà, toi tu vas te rapprocher et t'asseoir ici. J'ai quelques trucs à t'expliquer. Tu m'écoutes ? Bien. Sache que cette forme arrondie et le mouvement de rotation qu'elle implique sont à la base de toute forme de vie sur Terre. Regarde le Soleil, la Lune et même notre planète bleue. Ils ne cessent de tourner. Si je dis bien si la Terre devait s'arrêter de tourner un jour, alors un immense raz-de-marée recouvrirait les continents. Voilà ce que symbolisent les sourcils bouclés de Sanji, une source infinie d'énergie. Pigé, tu peux y aller. Pour résumer, si la Terre venait à s'arrêter de tourner, tout être vivant mourrait. Des tourbillons supersoniques, des vents atomiques, des radiations mortelles ou encore des tsunamis engloutissant toutes les terres. Les eaux monteraient, provoquant d'énormes raz-de-marée, et la moitié des pays du monde seraient engloutis sous les eaux. Enfin, le noyau de la Terre ne pourrait plus assurer le champ magnétique terrestre. Ce même champ, chargé de la protéger notamment du Soleil, cesserait totalement d'exister. Par conséquent, le Soleil pourrait tout brûler instantanément. Concernant l'autre moitié qui n'est pas exposée au Soleil, elle serait complètement gelée. Ici, Oda fait référence au fait que la Terre puisse s'arrêter de tourner. Cependant, il parle moins des conséquences qui subviendraient après cela. Et c'est ici que tout devient intéressant. Car lorsque la Terre s'arrête de tourner, celle-ci se met alors à tourner dans l'autre sens. Ce qui est en réalité en lien direct avec la Lune. Car la première cause d'un ralentissement de la Terre est la rotation de la Lune. Conséquence, tout s'inverserait. Cela entraînerait l'alternance entre les animaux qui utilisaient ces champs, la fin de l'alternance jour et nuit, la modification du vent, des courants marins et donc du climat. Nous savons aujourd'hui que l'histoire du siècle manquant est liée à la Lune grâce au cover d'Ener. Mais surtout, la particularité de Grand Line est principalement connue pour une chose. Rien ne tourne rond. Différents log-posts sont obligatoires pour naviguer, dont les champs magnétiques diffèrent selon les îles, les animaux ne sont en aucun cas normaux, les îles peuvent se trouver dans le ciel, dans l'eau, etc. En somme, Grand Line pourrait donc être l'exemple type d'une Terre tournant dans l'autre sens. Et c'est ici que nous pourrions comprendre l'utilité de l'apocalypse. Si actuellement dans One Piece la Terre ne tournait pas dans le bon sens, cela pourrait signifier qu'il faudrait que la Terre s'arrête à nouveau. Je dis à nouveau, vous allez comprendre pourquoi avec la suite des théories, créant ainsi le fameux apocalypse. Et enfin, se remettre à tourner pour retrouver son véritable sens. Mais comment l'apocalypse pourrait-il se créer et quel rapport avec les armes antiques? Il existe 3 armes antiques connues aujourd'hui, Pluton, Uranus et Poséidon. Maintenant, posez-vous la question, comment les pays sont-ils disposés dans One Piece? Nous pourrions dire qu'il existe 3 terres. La terre du dessus, c'est-à-dire les îles célestes comme Skypiea par exemple, la terre du milieu, c'est-à-dire la terre ferme comme Alabasta, Dressrosa, etc. Et enfin, la terre du bas, dessous, c'est-à-dire les îles aquatiques comme l'île des hommes poissons. Maintenant, mêlez tout cela avec les armes antiques et vous obtenez 3 armes pour 3 terres. Pluton est la terre du milieu, l'arme antique Poséidon est aquatique, soit la terre du bas, et enfin Uranus, dieu du ciel, serait donc comme son nom l'indique, l'arme antique du ciel, la terre du dessus. Mais alors pourquoi? 2 raisons. La première, déclencher l'apocalypse. Uranus ouvrirait le ciel, Pluton, dieu des enfers, enflammerait la terre, et Poséidon, dieu des tremblements de terre, déclencherait alors des tremblements et des tsunamis, soit le cri de Shirahoshi, créant ainsi le déluge. Mais ces 3 armes pourraient ne pas avoir cette seule fonction, du moins pas la véritable. Et vous allez comprendre pourquoi les armes antiques servent non pas à détruire, mais davantage à protéger. Souvenez-vous, Poséidon était utile pour une chose, elle pouvait communiquer avec les rois des mers. Mais surtout, les rois des mers avaient une prophétie à réaliser, mener l'arche de Noah. Dans One Piece, les rois des mers sont les seuls à pouvoir manœuvrer cette arche. Et seul Poséidon est capable de guider les rois des mers.
Par conséquent, l'arme antique Poséidon serait l'arme capable de guider les rois des mers pour utiliser l'arche Noah et donc sauver tous les habitants de la terre du bas au jour de l'Apocalypse. Mais alors, quel lien avec Pluton et Uranus? Pluton serait donc l'arme du centre, mais alors, où est l'arche? Souvenez-vous, où a été trouvé Pluton? Certains diront probablement à l'Abasta grâce aux poneglyphes. Mais en réalité, nous avons trouvé les plans de Pluton à Water 7. Maintenant, reprenez les mots d'iceberg. Que voulait-il faire à cause de l'Aqua Laguna? Créer le plus grand bateau au monde. Le bateau d'iceberg pourrait donc être l'arche qui serait capable de sauver la Terre du Milieu guidée par Pluton. Il est donc très probable que Franky, étant le seul à posséder les plans de Pluton, puisse mêler cette arme à l'arche et donc réaliser le rêve de Tom, les voir travailler main dans la main et créer le plus beau bateau au monde, l'arche de Pluton. Mais surtout, une arme qui ne tue pas, contrairement aux bateaux de Franky qui ont pu être créés par le passé. Enfin, Uranus, qui serait donc le dieu du ciel, servirait à guider l'arche du ciel et sauver tous les habitants des îles célestes. Mais alors, où se trouve cette arche ? Eh bien, qui est le personnage central de toute ma théorie et qui se trouve actuellement dans la Lune et fera son grand retour? Éner. Et quel était le nom de son bateau? L'Arche Maxime. Cette arche est particulière car elle ne fonctionne que grâce au pouvoir du Gorogoronomi d'Éner, tandis que 200 jet jals sont utilisés en cas de secours, au cas où quelque chose devait lui arriver. L'électricité d'Éner est 200 jet jals. Maintenant, regardons la définition de la planète Uranus. Uranus est associé à la couleur cyan et à l'électricité, la couleur bleue électrique étant associée au signe du Verseau. Uranus pourrait donc être l'arme antique capable de mener l'arche Maxime à son paroxysme, tout comme l'arche Noah, et peut-être même se trouver sur l'île éclair qu'ils n'ont pas encore parcourue. Cependant, il pourrait exister une quatrième arme antique, l'arme ultime,